Sexo Sopranos! Oh my God! Amis internautes, bonjour. Bonjour Lazare. Ouvre ton micro. Pardon, j'avais instruction de ne pas l'ouvrir tant que je ne parle pas et j'ai oublié de l'ouvrir. C'est ça. Bonjour Eric, ça va? Bonjour, tout va bien? Ça va. Bon, alors on se retrouve ensemble pour la deuxième fois, pour notre plus grand plaisir, avec les mêmes invités qu'il y a un an et demi, c'est-à-dire Monsieur Bruno Guigues et Monsieur Ahmed Ben Sada. L'actualité est dense, les événements qui se produisent actuellement dans ce monde en folie sont sous certains aspects absolument dramatiques, et il était essentiel qu'on puisse entendre l'avis de deux esprits libres, car autant Bruno que Ahmed sont des esprits libres et éclairés. Et éclairés absolument, et je te propose de les accueillir tout de suite dans un instant. Avec un grand plaisir. Bienvenue Bruno. Bonjour et merci pour l'accueil. Bonjour à toi. Ahmed, bonjour, bienvenue. Bonjour Eric, bonjour Lazare. C'est toujours un plaisir d'être en compagnie de mon compère et ami Bruno Guigues. Absolument, et pour nous c'est un plaisir de vous réunir. Alors on en parlait en off, l'actualité est dense, il se passe des tas de choses dans le monde que les gens aimeraient comprendre, parce que derrière ces événements, évidemment, il y a des mécaniques, il y a des volontés, il y a des personnages. Et si vous voulez bien, on pourrait commencer par l'Ukraine qui est en train de subir un retour du boomerang, pas piqué des vers, si j'ose dire, parce qu'entre l'attitude de Joe Biden et l'attitude de Trump aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Ça a été grandeur et décadence pour Zelensky. Comment vous voyez ça, vous? Bruno, tu veux commencer? Allez. Bon, c'est vrai qu'il y a une nouvelle donne, très clairement, puisque Trump a été élu d'ailleurs largement sur ce programme, sur l'idée qu'il fallait mettre fin à cette guerre absurde, inutile, sanglante et coûteuse pour tout le monde. Et je pense que c'est une des causes d'ailleurs de son succès électoral. Je pense qu'il y a beaucoup d'Américains qui se disent mais qu'avons-nous intérêt à faire dans cette histoire-là? Bon. Autant il ne faut pas être naïf sur les intentions de Trump, on en reparlera, autant il faut effectivement reconnaître qu'il a pour l'instant donné un certain nombre de signaux qui vont dans le sens d'une négociation en bonne et due forme avec les Russes. Je dirais surtout avec les Russes, parce que les Ukrainiens, même s'il y a des échanges, je suppose, assez serrés entre Américains et Ukrainiens, donnent plutôt l'impression d'assister à une sorte de mise en place d'un condominium américano-russe visant à imposer un cessez-le-feu et, si possible, aboutir à un traité de paix. Voilà, un peu l'impression que ça donne. Bon, on ne reviendra pas sur l'épisode de la discussion orageuse entre Trump et Zelensky à la Maison-Blanche. Ça a été largement commenté, mais on voit bien que le ton, évidemment, a changé. Ce qui n'est pas parfaitement clair, pour aller vraiment droit au but, à mon avis, c'est exactement quelles sont les intentions profondes de Trump et quelle est sa marge de manœuvre dans la perspective d'un véritable traité de paix avec les Russes. Parce que les Russes, de leur côté, ils ne sont pas prêts de lâcher le morceau. Et on le comprend, puisqu'ils ont engagé l'opération militaire spéciale en février 2022, pour mettre fin en réalité
par la manière forte à une guerre qui durait depuis 2014, à la suite du coup d'État russophobe de Kiev, on s'en souvient. Donc, ils n'ont pas fait tout ça pour que la montagne accouche d'une souris. Ils vont vouloir, à mon avis, consolider leurs acquis territoriaux. Ils vont tenir bon sur le principe et de la neutralisation et de la démilitarisation de l'Ukraine. On pourra revenir sur ces notions après si vous souhaitez. Et ils ne vont pas cesser le combat tant qu'ils n'ont pas, de la part de leurs interlocuteurs, la formulation de garanties suffisantes qui augurerait effectivement d'un traité de paix incluant les dispositions que je viens de dire. En réalité, ils ne sont pas très loin du but. Ils contrôlent finalement 80 à 85% des territoires qu'ils ont déjà annexés, juridiquement parlant. Ils estiment que dans cette opération militaire, ils mettent en œuvre la responsabilité de protéger à l'égard des populations russes du Donbass. Donc pour eux, le problème de la légalité internationale, leur intervention ne se pose pas. Ils se posent pour leurs adversaires, mais pas pour eux. Et ils ont en leur faveur, je dirais, une abstention bienveillante de la grande majorité des pays du monde, puisque si on additionne la population de tous les pays qui ont voté contre ou se sont abstenus lors des votes à l'Assemblée générale des résolutions anti-russes, ben on a une majorité mondiale en réalité. Le Sud global s'est en rallié massivement à l'idée que les Russes ne sont pas responsables de cette guerre, que c'est l'OTAN qui en est responsable, l'OTAN ayant manipulé, instrumentalisé un nationalisme ukrainien totalement suicidaire. Enfin, faut voir quand même que tous ces gens ont fait un coup d'État, provoqué une crise, déclenché une guerre, subi en contre-coup l'opération militaire spéciale russe, et qu'aujourd'hui, beaucoup sont morts en réalité. Quant à ceux qui ne sont pas morts, ils sont aujourd'hui dans une position très délicate. Donc, effectivement, je pense que Trump a pris acte de l'évolution de la situation. Il veut mettre fin à cette guerre parce que pour lui, l'affrontement avec la Russie ne mène à rien. Ça n'est pas dans l'intérêt des États-Unis, c'est ce qu'il pense, semble-t-il, contrairement à l'administration précédente, parce qu'il a d'autres objectifs et parce qu'il veut poursuivre la politique, je dirais, hégémonique des États-Unis sur d'autres théâtres d'opération et avec d'autres moyens. Voilà. Voilà en gros ce qu'on pourrait dire, à mon avis, de manière globale. Et tu n'as pas l'impression, Bruno, que finalement, pour revenir au discours que Poutine a prononcé ces derniers temps sur la nécessité d'une sécurité globale, c'est-à-dire qui concerne évidemment la Russie, mais aussi l'Europe orientale, on parle d'exigences russes consistant à réclamer aux Américains de retirer les bases militaires de l'OTAN au niveau de 1989, si j'ose dire. Oui. Alors, il se peut qu'il y ait une sorte de deal global, hein, mais la question que je me pose, c'est, on voit très bien quelles concessions, finalement, les Russes estiment en droit d'exiger de leurs adversaires, aussi bien ukrainiens qu'américains ou européens. Je ne vois pas très bien, pour ma part, quelles sont les concessions que les Américains, les Européens et les Ukrainiens pourraient en droit exiger des Russes. Au sens où, finalement, si on s'en tient à la doctrine de guerre, qui est celle et des Américains et des Européens et des Ukrainiens depuis le début, c'est la Russie qui est l'agresseur, c'est la Russie qui a violé le droit international, l'occupation des territoires ukrainiens, Crimée incluse, est absolument illégale, et il faut les restituer, sinon c'est la guerre. Bon, donc, ce que j'ai du mal à appréhender, parce que je n'ai pas la science infuse, j'admire tous ceux qui savent tout et qui savent surtout ce qui va se passer dans le futur, hein, qui ont leur boule de cristal là sous la main. Moi, je ne sais pas du tout où Trump va placer le curseur. Je vois à peu près où Poutine va le placer, c'est-à-dire en gros les 4 provinces, plus la Crimée, plus la démilitarisation de l'Ukraine, plus sa neutralisation, c'est-à-dire sa non-adhésion à l'OTAN, ça, c'est clair. Il peut y avoir discussion sur des bouts de chandelle par ailleurs, mais en gros, c'est clair. Côté américain, qu'est-ce qu'ils sont prêts, eux, à accepter en regard des exigences russes que je viens d'énumérer, et qu'est-ce qu'ils sont prêts à concéder ou à exiger des Russes? Voilà. Ça, c'est pas extrêmement clair. Je ne sais pas si Trump lui-même le sait, c'est-à-dire il s'engage dans un processus,
il avance et de la discussion surgira peut-être à un moment donné un compromis en fonction de l'évolution sur le terrain, parce que c'est là que les choses se jouent. Plus les Russes avancent et plus ce qui reste à négocier rétrécit comme peau de chagrin. Les Russes viennent quasiment d'expulser les Ukrainiens de la du fameux saillant de Koursk. Alors là, c'est extraordinaire parce que les nationalistes ukrainiens, dont les prédécesseurs, les glorieux ancêtres à la Bandera, s'étaient alliés aux nazis pour combattre l'armée rouge, trouvent particulièrement intelligent d'engager une opération militaire dans la région de Koursk, et tout ça pour s'y prendre une branlée, c'est quand même extraordinaire. Ça en dit long quand même sur la capacité d'analyse de ces gens. Il y a un problème, on n'en parle pas souvent, je ne trouve pas suffisamment, parce qu'on focalise l'analyse géopolitique sur la stratégie américaine. Mais le fond du problème, c'est quand même le délire suicidaire des nationalistes ukrainiens russophobes. C'est ça le fond du problème. Et c'est la raison principale de la guerre. L'élargissement inconsidéré de l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie étant évidemment aussi une question majeure. Et en réponse à ta question, oui, il est probable que les Russes aient la tentation de pousser le bouchon aussi loin que possible en disant, écoutez, sur le terrain, on a gagné, donc vous oubliez les provinces qui dorénavant sont russes. L'Ukraine, elle est mal en point, donc en la démilitarisant, on va lui permettre peut-être on va peut-être favoriser sa reconstruction, donc c'est tout bénef. Et pour le reste, attention, si vous reconstituez ailleurs le même problème que celui que vous avez créé avec l'Ukraine, ça ne va pas le faire. Voilà. Là, pour moi, il y a plus de zones d'ombre pour l'instant que de zones parfaitement lumineuses. D'accord. Ahmed, ton avis sur la question? Oui. En fait, à mon avis, pour les téléspectateurs, ça serait intéressant de revenir un petit peu en arrière pour expliquer ce qui se passe actuellement. En 2004, il y a eu une révolution colorée en Ukraine, et c'est la révolution orange. C'est une révolution qui a été presque complètement financée par des organismes dont on parle actuellement, comme l'USAID et la NED, la National Endowment for Democracy, et on a en fait fait en sorte que des politiciens pro-américains viennent au pouvoir. Je parle de Viktor Yushchenko et toute sa clique. Après cela, on avait un pays sous contrôle américain, et la population n'est pas dupe. C'est-à-dire que quand il y a eu de nouvelles élections 5 ans plus tard, c'est un candidat, un politicien pro-russe qui est arrivé au pouvoir, qui est Yanukovych. Et nous nous rappelons tous, en 2013-2014, il y a eu les fameux événements de l'Euromaïdan qui ont abouti justement à chasser Yanukovych. Donc c'est un vrai coup d'État. D'ailleurs, j'avais écrit un article dans ce temps-là, en 2014, qui s'appelle Ukraine, autopsie d'un coup d'État. Et c'est un coup d'État qui a été aussi fomenté par les mêmes organismes, l'USAID, la NED, etc. Et nous avons vu en fait des gens comme John McCain, qui est décédé maintenant, mais qui était en fait responsable d'un des satellites de la NED, qui est venu sur la place Euromaïdan pour parler aux révolutionnaires, entre guillemets, qui étaient en grande majorité des néo-nazis, comme l'a souligné Bruno. Et donc, à ce moment-là, il y avait un choix. Le choix du président Yanukovych de rester d'être, disons, à mi-distance entre l'Europe et la Russie. D'ailleurs, en ce temps-là, la Russie proposait une aide considérable à l'Ukraine, et ça n'a pas été accepté. En fait, les néo-nazis ont pris le pouvoir, et ça, je l'explique très bien dans mon article de 2014. Et j'avais terminé cet article avec une phrase
dont je me rappelle assez bien. J'ai dit le réveil post-révolutionnaire des Ukrainiens va être très douloureux, pour la simple raison qu'il était impensable que l'Ukraine se détache de cette manière de la Russie. C'est impensable. Impensable de par les populations russophones qui existent donc en Ukraine, impensable par rapport à l'histoire de l'Ukraine par rapport à celle de la Russie, impensable par rapport à la nature même de ceux qui ont fait ce Euromaïdan, c'est-à-dire des néo-nazis qui rappellent les plus sombres pages de l'histoire de l'Ukraine avec Bandera et toute sa clique, qui ont décimé des milliers de juifs. Il y a des photos qu'on retrouve de l'époque, c'est absolument abominable. Et d'ailleurs, tous les 1er janvier, ces gens-là fêtent l'anniversaire de Monsieur Bandera, qui était un collabo nazi, antisémite, etc. Et d'ailleurs, même les partis qui ont pris le pouvoir en 2014 en Ukraine avaient dans leur charte des articles quasiment qu'on pouvait qualifier d'antisémites ou de néo-nazis très, très, très clairement, disons. Et donc, avec cette histoire de la prise de pouvoir, de ce coup d'État qui a été, qui n'a pas été jugé. D'ailleurs, ce coup d'État-là, en Occident, il a été jugé comme étant quelque chose de tout à fait normal. Ce sont des révolutionnaires qui ne veulent pas avoir l'hégémonie russe sur leur territoire. Et donc, de cette négation de ce coup d'État, qui se passait en Europe, je répète, l'Ukraine est en Europe, d'ailleurs, on nous martèle cela tout le temps, et on a accepté un coup d'État, l'Europe et l'Occident a accepté un coup d'État au sein même de l'Europe, et a fait en sorte justement que la situation pourrisse. Et après cela, il y a eu donc des lois russophobes, des lois où il y a eu un nettoyage complet de toute l'histoire russe ou disons soviétique parce que l'Ukraine faisait partie de l'URSS. Et aussi, il y a eu des bombardements, il y a eu des massacres qui ont été faits dans les régions du Donbass, des régions russophones, pardon. Et pour revenir à ce que je disais, donc cette russophobie a amené justement à la situation qu'on vit actuellement. Et en fait, la Russie n'avait pas d'autre choix que de protéger non seulement les populations russophones limitrophes, mais aussi faire en sorte que l'Ukraine ne tombe pas dans l'escarcelle de l'OTAN. Parce que aucun pays n'aurait accepté ça. La Russie n'accepte pas ça, mais les États-Unis, je vous rappelle que les États-Unis n'avaient pas accepté les missiles sur l'île de Cuba quand il y a eu le fameux déploiement des missiles dans cette île. Donc, pourquoi quelque chose qui serait accepté, qui ne serait pas accepté par les États-Unis, serait accepté par la Russie? Parce que la frontière ukrainienne est à quelques centaines de kilomètres du centre de l'URSS, du centre vital de l'URSS, de la Russie, pardon. Donc, il y a cette considération géographique, cette considération historique qui fait en sorte qu'on ne pouvait pas aller au-delà de cela. C'est-à-dire que le conflit, il y avait des raisons évidente d'un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et l'Europe a fait le mauvais choix parce que, en fait, tout cela a été poussé par les États-Unis. Et l'Europe a été le dindon de la farce de tout cela, parce qu'elle a tout perdu du point de vue économique, du point de vue social. Et maintenant,
le retour de Manivelle, c'est que non seulement ils ont été dupés par les États-Unis, je rappelle, tout a été fomenté par les États-Unis, mais maintenant, avec Trump, on leur donne la claque de leur vie, c'est-à-dire que finalement, ils ne comptent pas. Et donc, qu'a gagné l'Europe là-dedans? Absolument rien. Et encore, maintenant, les États-Unis vont faire la paix avec les Russes et l'Europe veut faire la guerre. C'est inimaginable, je veux dire. S'il y a en fait une région du monde qui doit être en paix actuellement, c'est l'Europe. L'Europe a tout à gagner en restant avec la Russie, avoir des bonnes relations avec la Russie. D'ailleurs, la Russie, je vous le rappelle, a tout essayé pour avoir des bonnes relations. Elle était rentrée dans le G7 qui est devenu le G8. Elle avait même à un certain moment demandé à ce qu'elle rejoigne l'OTAN. Elle a tout fait. Je veux dire, on n'en parle pas maintenant, mais la Russie a énormément œuvré pour qu'il y ait une zone de paix en Europe. Et ça a été tous les efforts de la Russie ont été complètement dynamités par la suite. Et les perdants dans toute cette affaire-là, ce sont les Européens. Et c'est vraiment une leçon d'histoire, une leçon de géopolitique qu'on est en train de vivre actuellement, c'est-à-dire que, en fait, ce qui compte vraiment pour les États-Unis, ce ne sont pas les alliés, d'ailleurs, ils ne sont jamais considérés comme des alliés, mais comme des subalternes. Et d'ailleurs, on a vu comment les États-Unis ont raflé le contrat des sous-marins qui étaient sous-marins australiens qui étaient au départ qui étaient avec les Français. Donc, il n'y a pas d'état d'âme avec les États-Unis, les Américains. Il n'y a pas d'état d'âme. Et je pense que l'Europe actuellement l'apprend à ses dépens. Maintenant, c'est vrai que c'est très difficile de faire de la politique, disons, fiction, mais il est impensable que l'Ukraine puisse, disons, restituer ses terres. Ça, c'est quasiment un peu impensable, parce que ce sont des terres, le Donbass est très lié, disons, culturellement et à la Russie et les fameuses lois scélérates qui ont été émises contre ces populations n'ont pas aidé, disons, une réconciliation nationale. Donc, il est clair que le Donbass va échapper à l'Ukraine. Donc, finalement, l'Ukraine aura perdu des hommes, perdu des terres, perdu aussi de son prestige, perdu aussi de son économie complètement anéantie. Et donc, c'est vraiment une leçon qu'on est en train de vivre actuellement. On ne peut pas être le proxy de quelqu'un. C'est-à-dire que l'Ukraine a joué le rôle du proxy. L'Ukraine n'avait aucune raison d'avoir des mauvaises relations avec la Russie. Et on l'a poussée, justement. Elle a fait la guerre, comme on dit, elle a fait la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Et ça, c'est pour les observateurs, c'est d'une très grande pédagogie actuellement. Autre chose qu'il faut souligner, le grand problème des États-Unis, c'était l'alliance entre l'Allemagne et la Russie. Ce qui faisait peur, ce qui fait peur aux États-Unis, c'est cette alliance-là, c'est-à-dire l'alliance de l'économie très florissante allemande et des ressources naturelles qu'on trouve en Russie. Et ce conflit, je pense que en fait le plus grand succès qu'a eu la politique américaine, c'est de couper les liens entre, et pour très longtemps, les liens entre la Russie et l'Allemagne. Et vous vous rappelez de la destruction des gazoducs Nord Stream et tout cela.
c'était dans ce sens-là. Donc, les États-Unis se retrouvent gagnants du point de vue géopolitique, et les perdants, les vrais perdants, ce sont l'Europe et bien sûr en particulier l'Ukraine qui a fait, elle a perdu vraiment énormément. C'est-à-dire que l'Euromaïdan, l'issue de l'Euromaïdan a été vraiment très très néfaste pour l'Ukraine, et c'est ce que j'avais écrit justement en 2014, et j'aurais aimé me tromper, mais disons que c'est ce qui s'est passé. Oui, c'est aussi les conséquences sont dramatiques aussi pour l'Europe occidentale, parce qu'elle s'est privée d'une source d'approvisionnement d'énergie à un prix raisonnable, et qu'aujourd'hui, finalement, l'énergie américaine nous coûte 3 fois plus cher. On annonce dans toute l'Europe une explosion des factures d'énergie, que ce soit en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne. Donc, il n'y a pas que l'Ukraine qui a perdu, mais à la limite, que l'Ukraine ait perdu, ça ne me paraît que justice. Et ils ont servi de proxy, comme tu le disais, Ahmed. Moi, je me demande si on ne devrait pas relier tous ces événements à la volonté de Victoria Nuland qui représente la branche néoconservatrice américaine qui gère la politique étrangère américaine, et qui avait dit à Poutine en forme d'ultimatum, soit vous démissionnez, soit vous allez avoir des graves problèmes avec l'Occident. Est-ce que ce détail-là, on le met en pertes et profits, ou on ne fait pas le lien? On fait le lien. Mais c'est vrai qu'en fait, pour Nuland, il y a aussi une autre formule qu'elle avait proférée avec l'ambassadeur américain à l'Ukraine, c'était on va mettre telle personne et fuck the EU, et vous vous rappelez de ça, c'est-à-dire que finalement on s'en foutait, même en 2014, ils s'en foutaient de l'Union européenne. Ce qui importait, c'est la décision américaine. Autre chose, un des plans des Américains, c'était de couper en fait l'approvisionnement en énergie de l'Europe et de leur fournir justement de l'énergie. Et actuellement, les États-Unis, depuis 2014, ils ont en fait érigé plusieurs ports spécialisés dans le gaz liquéfié, et ils vendent à des prix très très élevés, beaucoup plus élevés que ceux de la Russie. Et ça, c'était prévisible aussi en 2014, c'est-à-dire que cette histoire de business, parce que derrière toutes les guerres, il y a du business, c'est essentiellement du business, et donc couper l'approvisionnement russe en Europe, couper la relation entre l'Allemagne et la Russie, et approvisionner le marché européen en énergie, c'était dans les plans des États-Unis déjà en 2014, et ça n'a rien à voir avec Trump ou autre. Je veux dire, c'est une politique américaine. Trump, là, il fait en fait, tous les jours, il nous sort quelque chose, mais disons que toutes les politiques, même celle d'Obama, qui paraît un gars chic, bon genre, etc., mais c'était la même chose. Je veux dire, je vous rappelle qu'Obama, il a été aux manettes des États-Unis pendant le printemps arabe, qui a été une des destructions massives des pays arabes. Donc, les États-Unis regardent tous les conflits, les regardent en termes de géopolitique, mais certainement et sûrement en termes économiques aussi. Benoît, toi, tu fais le lien avec le mouvement néoconservateur ou pas? Ah oui, complètement. Oui. D'ailleurs, Victoria Nuland, c'est celle qui distribuait je crois, les brioches ou les pains au chocolat aux émeutiers du Maïdan en 2014.
et c'est l'épouse de Robert Kagan, hein, sauf erreur de ma part, c'est-à-dire qu'elle est dans la constellation néoconservatrice, qui a toujours préconisé la manière forte côté américain. Hein, c'est la version interventionniste de l'impérialisme yankee. Voilà, on y va et on utilise des proxys tous azimuts pour maintenir notre suprématie, éliminer les rivaux, déstabiliser les États souverains, que ce soit au Moyen-Orient ou même la Russie. C'est vrai que les Américains, dans leur obsession du regime change, qui est un peu leur mantra finalement géopolitique, dès qu'un pays n'a pas la couleur qui leur convient, il faut qu'ils engagent les moyens aboutissant à une révolution de couleur et un régime change. Ils sont même jusqu'à caresser le rêve d'un régime change en Russie. Ils pensaient, en tout cas certains l'ont dit, hein, y compris publiquement, qu'ils envisageaient de trouver le moyen de déstabiliser le pouvoir de Vladimir Poutine, de le délégitimer, de provoquer un changement de régime en Russie. On peut dire que de ce point de vue-là, ils se sont mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Parce que, quels que soient les mérites ou les non-mérites de Vladimir Poutine, il semblerait quand même que le peuple russe ait compris que ce dirigeant défendait les intérêts de la nation russe, y compris d'ailleurs son opposition communiste. Je rappelle que le principal parti d'opposition, c'est le Parti communiste de la Fédération de Russie, qui a une 50aine de députés, qui est très présent à la Douma, et qui a été à la pointe du combat pour le Donbass, puisque c'est une proposition de loi communiste qui a proposé que les provinces russes de l'Ukraine, hein, le Donbass, soient intégrées dans la Fédération de Russie. Il faut quand même le rappeler en passant. Et même s'il peut y avoir quelques divergences de vues sur les questions intérieures ou les questions économiques, il y a de ce point de vue-là une profonde unité des principales forces politiques russes. On a essayé de nous vendre, rappelez-vous, à un moment donné, dans les officines occidentales, le pauvre Navalny. Mais Navalny, c'était à la fois un escroc, un traître, et un facho quand même, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui traitait les gens du Caucase d'animaux, etc. Bon, il semblerait que sa carrière soit terminée. Je n'ai aucune opinion et aucune lumière particulière sur les conditions de sa disparition. Mais enfin, voilà, il est aujourd'hui hors jeu et je crois que sa veuve fait de temps en temps des réunions pour essayer de faire monter la mayonnaise. Mais en réalité, les Russes ont très bien compris que c'est leur intégrité nationale qui était menacée. Alors, dans la longue durée, depuis très longtemps, et Ahmed l'a rappelé, par la montée en puissance de l'OTAN, l'encerclement en fait de la Russie par ses bases militaires installées petit à petit dans les pays riverains de la Russie, ou proches en tout cas de ses frontières. Et puis, bien évidemment, quel président russe digne de ce nom n'aurait pas réagi à cette situation? C'est-à-dire qu'en fait, il n'était pas question pour la Russie d'accepter qu'un pays comme l'Ukraine, qui est géographiquement, physiquement, complètement imbriqué avec la Russie, devienne un bastion avancé de l'OTAN à quelques centaines de kilomètres de la capitale russe. Ça, c'était totalement inacceptable. Ahmed l'a dit tout à l'heure, mais tous les grands penseurs, tous les représentants éminents de la pensée stratégique américaine depuis un demi-siècle, qu'il s'agisse de Henry Kissinger, George Brennan ou le grand universitaire John Mearsheimer, qui a fait très bonne analyse dès le début de ce conflit, disaient, mais il est inconcevable que l'Ukraine devienne un pays membre de l'OTAN. Jamais la Russie ne pourra accepter que ce pays qui est totalement imbriqué avec la Russie géographiquement, qui a des liens historiques, économiques et culturels avec la Russie, devienne un pays de l'OTAN. Enfin, c'est tout à fait complètement inconcevable. Donc, tous ceux qui ont poussé l'Ukraine à fauter, à la fois en 2014 et dans les années qui ont suivi, et effectivement, de 2014 en 2022, ce sont 10 000 civils russes en Ukraine qui ont été tués, soit par l'armée ukrainienne, soit par les milices extrémistes. Et ça, moi je trouve personnellement que Vladimir Poutine a été relativement patient. Il a cru, ou fait semblant de croire, aux manœuvres occidentales dans le cadre des différentes étapes des accords de Minsk, etc. Il a joué la carte de la diplomatie jusqu'au bout, jusqu'à la proposition ultime fin 2021, on s'en souvient, où il a dit, écoutez, il faut mettre les cartes sur la table pour les garanties de sécurité dont nous avons besoin. On s'est moqué de lui, on ne l'a pas écouté, il a pris les devants. Je pense que d'un point de vue national russe, au sens le plus neutre et le plus strict du terme, il a sans doute pris la bonne décision. Voilà. Et ça, évidemment, pour les Occidentaux, c'est difficile à avaler parce qu'ils se rendent compte aujourd'hui de l'immensité des erreurs qu'ils ont commises. Les Ukrainiens, en premier, les pauvres, effectivement, qui sont les dindons de la farce, les premières victimes
consentantes pour beaucoup d'entre elles à ce drame dont ils sortiront perdants, et puis les Européens. Alors les Européens, c'est extraordinaire parce qu'ils sont engagés, alors depuis le début, avec un suivisme atlantiste remarquable dans cette affaire, mais lorsqu'il se trouve qu'aux États-Unis, un président nouvellement élu dit « bon, on va peut-être changer de politique », ils continuent sur leur lancée belliciste. En fait, c'est vraiment le syndrome du canard sans tête. On lui coupe la tête, mais il continue à voler. Il n'a rien compris, en fait. À moins qu'il y ait un agenda. Ça, je pense que ça restera dans l'histoire comme un événement incroyable, quoi. Les gens, on a l'impression qu'ils n'ont rien compris. Moi, je pense qu'ils ne veulent pas avouer qu'ils se sont trompés, surtout. Ils ne veulent pas dire à leur propre opinion publique, écoutez, on vous a raconté que des bêtises depuis le début, et on vous a mis, vous, nos citoyens, dans ce bourbier. Donc, pour ne pas avoir à se déjuger, parce que c'est terrible pour ces régimes politiques fragiles, finalement, que sont les pseudo-démocraties occidentales, que d'avouer qu'en fait, on n'a fait que des conneries, et on a menti, et on s'est trompé, et on a, par suivisme à l'égard des Américains, mené toute l'Europe dans cet abîme qui est, alors sur le plan économique, social, et du point de vue de l'image que l'Europe donne d'elle-même, totalement catastrophique. Oui, Lazare. Pardon, messieurs, mais il y a un point qu'on n'a pas abordé. J'aurais bien aimé avoir votre sentiment sur ce sujet-là. C'est un sujet qui a été pourtant porté à la connaissance, je crois, des Nations Unies à plus d'une reprise, juste après le début de l'opération spéciale russe en Ukraine. C'est le sujet des biolabs américains. Et vous avez évoqué tout à l'heure Victoria Nuland qui parlait justement de déstabiliser, en tout cas à minima, la Russie, la même qui ensuite, quand elle a été interrogée par le Sénat, je crois, américain, a confirmé l'existence des biolabs en Ukraine, sachant que ces biolabs, aujourd'hui, on le sait, travaillaient sur du gain de fonction et sur des maladies extrêmement dangereuses et transmissibles, donc des virus. Donc ce sujet qui a été le sujet principalement abordé par les Russes quand ils ont démarré l'opération spéciale, sur lequel ils ont apporté des éléments de preuve, puisqu'ils sont allés sur place, sur le terrain, ils ont saisi même des ordinateurs de membres de l'OTAN dans des biolabs. Et nous savons tous, et je pense que les gens qui regardent l'émission le savent aussi, ce genre de recherches sont totalement interdites partout. Alors là, on a un sujet qui est quand même un sujet sérieux, et j'ai l'impression qu'avec le narratif qui a été mis en place, ce sujet est systématiquement passé sous le tapis, alors que finalement, c'est le plus grave. Et ça justifie l'intervention russe. Je ne pense pas qu'un pays, même membre de l'OTAN, aurait accepté que justement les Russes viennent fabriquer des biolabs à sa frontière. Et c'est un point qui est rarement abordé finalement dans le narratif en Occident. Voilà, je voulais avoir votre sentiment là-dessus, si vous voulez bien. Oui, Bruno, je veux juste ajouter un détail, et pardonnez-moi d'insister, mais quand nous faisons le constat d'une situation inextricable, on essaye de comprendre qui en est à la source, qui dirige les opérations depuis le 11 septembre 2001. Jeffrey Sachs a déclaré lui-même que les néoconservateurs dirigeaient la politique étrangère des États-Unis depuis plus de 20 ans. Donc j'insiste, ce bordel en Ukraine a été provoqué par un groupe d'individus qu'on appelle les néoconservateurs. Si on ne met pas un nom sur les choses, on va avoir du mal à comprendre qui sont les responsables de ce bordel. Et aujourd'hui, on constate finalement que Trump entre en confrontation directe avec la politique qu'ont menée les néoconservateurs depuis 20 ans, Ukraine inclus. Ou pas? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Kagan, qu'on a cité tout à l'heure, Nuland, Wolfowitz, enfin tous ces gens, alors qui étaient influents aussi dans l'entourage de George Bush, on s'en souvient. Hein. Oui, ça fait 20 ans qu'ils sont là. Tout à fait. Non, mais c'est clair. Il dirige la politique étrangère des États-Unis depuis 20 ans, et c'est quand même le lobby pro-israélien qui dirige les néoconservateurs. Hein, parce que Wolfowitz, dont on ne parle plus parce qu'il est plus peut-être aussi influent qu'avant, mais a été la cheville ouvrière de toute cette constellation qui va, je dirais, du lobby pro-israélien, l'AIPAC, au complexe militaro-industriel, en passant par toute la presse, tous les milieux néoconservateurs. C'est lui qui a rédigé le fameux rapport dans les années 1990 où il dit qu'il faut déstabiliser tous les États souverains du Moyen-Orient. Et il donne la liste. La Syrie, l'Irak, le Soudan, la Libye, voilà, le Yémen.
tous les empêcheurs tournaient en rond finalement. Et c'est la même stratégie qui a été mise en place à l'encontre de la Russie, mais aussi de la Chine. Et là, il y a un personnage qui n'est pas considéré comme un néoconservateur, parce qu'il est un petit peu, à mon avis, en amont du néoconservatisme, c'est Brzezinski. Que Brzezinski, cet aristocrate polonais qui a une haine retorse pour tout ce qui est russe, c'est lui quand même qui a été le penseur de la constitution de ce qu'il appelait donc la déstabilisation de la ceinture verte, c'est-à-dire le flanc sud de la Russie et de la Chine. Pas oublier, hein, la Chine était concernée, on l'a bien vu avec la question ouïghour, de manière à enfoncer finalement dans le flanc sud des deux grandes puissances terrestres, et deux grandes puissances que l'empire thalassocratique américain veut finalement contenir ou affaiblir pour maintenir ou accentuer sa suprématie. Tout cela est lié. Je pense que l'instrumentalisation du djihad global ou du takfir planétaire, sous les auspices effectivement de la grande stratégie de la ceinture verte de Brzezinski, le néoconservatisme comme justification idéologique, fourni d'ailleurs, c'est quand même extraordinaire, par d'anciens trotskistes. La famille Kristol, par exemple, qui a joué un rôle très important dans la conception de l'idéologie néoconservatrice, elle est à l'origine trotskiste. Ce sont des gens qui ont la haine, en fait, de la Russie. Il ne faut pas oublier cette dimension. Et qui ont une vision internationaliste des choses, mais un internationalisme qu'ils ont complètement reconfiguré en le mettant au service de l'impérialisme américain, en réalité. Et tu n'as pas l'impression, voilà. Bruno, pardonne-moi, tu n'as pas l'impression qu'en France, on a un peu la filiale des néoconservateurs américains bien sûr. Qui s'alignent sur les mêmes positions que les néoconservateurs américains. Le macronisme, c'est un néoconservatisme de lilliputien, quoi, de nains, en fait. On se prend avec Macron pour des néoconservateurs, sans en avoir les moyens. Les Américains, malheureusement, ils ont les moyens de faire des dégâts. La France, de Macron, quand même, un peu moins. Bon. Même s'il y a des interrogations sur la participation de la France dans le lancement du dernier missile sur la base aérienne russe, hein, de Engels. Hein. J'ai vu qu'il y avait des interrogations à ce sujet. S'il est avéré que la France a participé, c'est grave. Quand même. Voilà. Bon, on a des néoconservateurs, ils sont dans... alors, les néoconservateurs en France, ils vont, en gros, hein, des républicains, hein, inclus, jusqu'au NPA, pour moi. Voilà. Là, c'est le néoconservatisme à la française. À peu près tout le monde. Alors, avec des nuances, évidemment, des subtilités, et parfois des retours en arrière. Hein. Il y a des retours de flamme anti-atlantistes, parfois, dans certaines fractions de la gauche parlementaire. Mais enfin, globalement, tous les gens que je viens de citer ont applaudi Zelensky en 2022. Il n'y a pas beaucoup de gens dans la classe politique française qui n'ont pas accordé la standing ovation, on s'en souvient, de mars 2022 au Parlement français. Voilà, c'est ça le drame. C'est que notre classe politique, tout en se confondue, et en dépit des divergences de vues qui peuvent les opposer ça et là, elle est complètement phagocytée par l'atlantisme, par le néoconservatisme, sur fond évidemment de pression extrêmement forte du lobby pro-israélien. Le lobby dont on n'a pas le droit de parler, pardon. Donc le lobby dont on n'a pas le droit de parler, qui exerce une pression, alors structurelle, je dirais, sur toute la pensée et l'action des forces politiques en France. Ça, c'est extraordinaire. Bon, je pense qu'il est important d'identifier les choses et les gens. Finalement, dans toute cette histoire, l'Ukraine, comme vous le disiez, a tout perdu. Mais l'Europe occidentale, hein, qui joue encore les gros bras, hein, vous voyez les Britanniques et les Français faire des concours de gros muscles pour dire non, il faut que l'Ukraine soit associée aux négociations et il faut qu'on ait des garanties de sécurité lourdes et sérieuses, comme si l'Europe occidentale pouvait encore imposer des conditions à la Russie. Et l'épreuve d'humilité que nous sommes en train de vivre, c'est que finalement, les Russes et les Américains discutent au-dessus de notre tête comme si nous n'existions pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous ? C'est le reflet de la réalité, en fait. Exactement. Pour compléter ce qu'avait dit Bruno, Kagan est le mari de Nuland. Ils sont mariés, ils ont 2 enfants, je pense, ensemble. Et Kagan, avec Kristol, justement, ils ont fondé
un think tank qui s'appelle le PNAC, Project for the New American Century, qui est un néoconservateur, et j'avais même trouvé en fait des relations très, très fortes entre justement le lobby sioniste américain et le PNAC. Donc, ils travaillent vraiment ensemble. En France, il y a le Cercle de l'Oratoire, qui est un think tank qui se considère lui-même comme néoconservateur et atlantiste. Donc, il existe en fait, des entités, des gens qui sont affiliés justement à ce mouvement. Mais comme le dit Bruno, ça n'a aucune commune mesure avec ce qui se passe aux États-Unis. Les néoconservateurs ont été extrêmement influents sous Bush fils, mais ça a continué, leur influence a continué bien au-delà. Et il y avait même des faucons néoconservateurs qui avaient demandé tout simplement de lancer une bombe sur Téhéran, par exemple. Je me rappelle de cela. Et puis, c'était vraiment des va-t-en-guerre absolument effrayants. Et leur influence a marqué justement le début des années 2000. Et je vous rappelle que les révolutions colorées partent de là, justement. Les révolutions colorées qui ont eu soit en Serbie ou en Ukraine ou en Géorgie ou même au Kyrgyzstan, même au Liban d'ailleurs. En 2005, il y a eu une révolution colorée qui était justement financée par les organismes dont je parlais tout à l'heure, et que d'ailleurs, actuellement, Trump est en train de démanteler. Et d'ailleurs, quand j'écrivais mes articles et que je citais justement l'effet néfaste de ces organismes qui sont payés par l'État, par le gouvernement américain, les gens me traitaient de complotiste. Et là, je suis très content. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi j'apprécie un peu Trump, c'est que grâce à lui, on sait maintenant que ces gens-là faisaient des régimes change, et ça a été c'est maintenant public que l'USAID, la NED, Freedom House, plein de petits organismes comme ça qui avaient énormément d'argent et qui ont sévi un peu partout dans le monde. Ils ont sévi, moi j'avais remonté, ils ont sévi aussi, dans les pays arabes, en Libye, en Syrie, même en Algérie, ils finançaient des mouvements. D'ailleurs, durant le Hirak algérien, j'avais montré que certains groupes qui étaient dans la rue et qui étaient en fait les fers de lance de la rue étaient financés par ces gens-là. J'ai même aussi vous vous rappelez de la révolution des parapluies à Hong Kong. La plupart des leaders, je parle des leaders, étaient directement en relation avec avec les politiciens américains de haut rang, et qui recevaient énormément d'argent. D'ailleurs, on peut remonter justement à ce financement. Ça se compte justement durant des années en des millions de dollars. Donc, une façon de gêner la Chine, c'est de lui créer des problèmes. Soit on lui crée des problèmes, et ça, Bruno connaît très bien le sujet, soit on lui crée des problèmes à Hong Kong, soit on lui crée au Tibet ou chez les Ouïghours. Donc, il y a en fait cette mécanique de régime change qui a été très très bien rodé par les Américains et qui maintenant est en train d'être complètement démantelé par Trump. Et je ne sais pas par quoi ça va être remplacé, parce que disons qu'actuellement tout le soft power américain, le financement des ONG locales disparaît. D'ailleurs, une des grandes crises qu'il y a actuellement en Ukraine, c'est que toutes les ONG qui travaillaient justement dans le narratif pro-américain, etc., étaient payées par l'USAID et d'autres. Et là, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus les moyens justement de véhiculer leurs idées. Et c'est les premiers touchés. Les ONG ukrainiennes sont les premières touchées actuellement.
au-delà de ce que fait Trump en matière de politique avec la Russie. C'est-à-dire, non seulement il y a un manque de financement des ONG locales, mais aussi la politique très ouverte avec la Russie et très, très fermée avec l'Europe. Et en fait, ce double mouvement indique justement que l'Ukraine n'a plus de cartes, comme le disait très bien Trump. Il n'a plus de cartes en main. Elle est à la merci des désirata, des Russes et des Américains. Ce qui est étonnant, c'est en fait l'entêtement européen. Pour moi, c'est un manque de maturité politique. L'Europe ne gagnera jamais une guerre contre la Russie. Jamais. Jamais. Surtout quand il s'agit d'un problème existentiel. L'Ukraine est un problème existentiel pour la Russie. Donc, c'est un très mauvais choix. Si vous voulez bien, on va avancer parce qu'on a passé 50 minutes sur l'Ukraine. En conclusion, vous diriez quoi? Parce que bon, ben là, on a compris, l'Ukraine a perdu la guerre. L'OTAN, par l'intermédiaire de l'Ukraine, a perdu la guerre. Le monde occidental, eh bien, on voit ce qu'il est devenu. Je parle de l'Europe. L'Europe ne pèse plus rien. Les Russes et les Américains discutent entre eux comme si les Européens n'existaient pas. Notre économie est en ruine. Nous sommes privés d'une source d'énergie pas chère. On a détruit complètement l'industrie européenne. Le bilan est catastrophique finalement. Donc la conséquence de ce plan foireux des néoconservateurs, ce qui me gêne, Ahmed, dans ta manière d'aborder le problème, c'est que tu mets ça sur comme si c'était une politique officielle américaine. Alors oui, c'est une politique officielle américaine, mais elle est dirigée par un groupe de gens qui finalement nuisent davantage aux intérêts de l'Amérique que le contraire. Donc si on fait pas, comme on disait avec Bruno, si on n'identifie pas les causes et les acteurs, on risque de recommettre les mêmes erreurs à l'avenir. Peut-être que Trump fait ce bilan-là en disant finalement la politique étrangère sous direction des néoconservateurs a coûté tant à l'Amérique, a coûté en prestige, en crédibilité, en influence politique. Le bilan de l'action des néoconservateurs pour les États-Unis et pour l'Europe est calamiteux. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, Bruno? Calamiteux pour les États-Unis, ça dépend de quoi on parle. Si c'est le peuple américain, oui, je pense qu'il n'a aucun intérêt, fondamentalement. Le gars qui se lève le matin pour gagner sa vie, nourrir sa famille, n'a aucun intérêt à toutes ces interventions militaires et opérations désastreuses des néocons, c'est évident. Par contre, le complexe militaire-industriel, il faut quand même se rappeler que les États-Unis, c'est 40 à 45% des dépenses militaires mondiales. Ce sont des budgets colossaux. Le budget militaire des États-Unis va dépasser les 900 milliards. Là, on est parti pour atteindre 900 milliards. Enfin, c'est le paquet d'argent que se font tous ceux qui ont investi dans la production d'armes. Enfin, c'est colossal. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, j'apporterai un bémol par rapport à ce qu'a dit Ahmed tout à l'heure à propos de Trump. Il a clairement une vision du conflit russo-ukrainien qui va dans le sens d'un apaisement. Je ne sais pas si on y parviendra, mais je pense que là, de ce côté-là, ça serait complètement absurde de le nier. Je suis un peu plus circonspect alors, sur deux sujets, le Moyen-Orient, mais on en parlera peut-être, et puis la Chine. Parce que c'est quand même durant le mandat de Trump 1 que Mike Pompeo, qui était quand même secrétaire d'État de Donald Trump, a lancé la campagne de propagande anti-chinoise. Enfin, le thème du génocide ouïghour, c'est l'administration Trump qui l'a lancé, qui l'a diffusé ensuite dans toute la presse occidentale. Un journal comme Libération, à l'époque, titrant Xinjiang, les Ouïghours, génocide en cours. Bon. Parce que Mike Pompeo avait dit, c'est ça qu'il faut penser. Donc à l'époque, toute la presse occidentale, le droit de l'homiste, de gauche, de droite, du centre, etc., elle suivait aveuglément Trump lorsqu'il tapait sur la Chine. Ça ne les dérangeait pas du tout. Aujourd'hui, ils font la fine bouche, ils disent que Trump est un fasciste, etc. Donc ça, c'est drôle quand même.
cette espèce de retournement. Donc là, je suis un peu plus circonspect sur Trump. Alors, je ne préjuge pas. Trump, ça fait 2 mois qu'il est au pouvoir. Bon, on peut déjà juger ce qui se passe en ce qui concerne le conflit russo-ukrainien, ça je pense qu'on peut déjà dire quelque chose, et puis on peut juger de ce qui se passe à Gaza, où là c'est la catastrophe. Hein. Parce que quand même, le massacre, je crois que le bilan c'est 436, le bilan officiel, nombre de morts en une nuit, même sous Biden on n'a pas fait ça, parce que Trump a livré des armes que Biden, en fin de course, ne voulait pas livrer. Et parce qu'il a donné un blanc-seing à Netanyahou. Moi je considère qu'au Moyen-Orient, il y a un tandem génocidaire, Trump-Netanyahou, aujourd'hui, qui est déchaîné, et je suis très inquiet sur ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Vous avez vu que c'est reparti avec le Liban, bon, la Syrie, catastrophe, hein, les Houthis, l'Iran, enfin, on est dans le Moyen-Orient redevient une pétodière, et là, c'est pas les néoconservateurs, je suis désolé, c'est Trump. Et là, bien sûr, maintenant qu'il est aux commandes, on va voir, et on va juger sur pièce. Voilà, 2 points sur lesquels je voulais un peu corriger le tir. Ok, si vous voulez bien, je vais vous diffuser l'intervention de Jeffrey Sachs, qui dure un peu moins de 2 minutes. Et puis, justement, Bruno, tu parlais de ça à l'instant. The U.S. using Israel? No. This is Israel using the U.S. as if our military is in their hands, which in effect it is. You take Wolfowitz and you take Feith and you take these neocons and you take Netanyahu. They game planned the whole thing out. Well, I regard Netanyahu as having been our greatest disastrous president of the 21st century because he ran American foreign policy for 20 years and he cost us trillions of dollars. And where is the Middle East today? War in Syria, war in Lebanon, war in Palestine, unrest in Iraq, war in Yemen, chaos in Sudan, chaos in Somalia, chaos in Libya. Great job, Bibi. You did a terrific job. Netanyahu has a different idea. His idea is we captured the Palestinian lands in 1967, and we're never going to give them back. So we're just going to rule over the Palestinians. He says we're going to keep the land. There will be resistance. Hamas, Hezbollah, other militant resistance. What will we do about it? You can't really fight the terrorists, he says. You have to fight the states that back the terrorists. And Iran is the central one in his mind. But interestingly for Netanyahu, he lays out one by one. Yes, of course, Iran is the central one in his mind, but so too is Iraq under Saddam. He supported Hamas. Right. So too is Bashar al-Assad in Syria. Iran, Iraq, Lebanon, Syria, Somalia, Sudan, and Libya. And you know what the plan was? 7 wars in 5 years. Ouais. Entièrement d'accord. Est-ce que finalement, la Syrie, Gaza et l'Algérie, aujourd'hui, on n'est pas dans la continuité de ça, puisque le problème de l'Algérie, c'est un peu comme la Tunisie, ce sont des États qui ne reconnaissent pas Israël, qui soutiennent la cause palestinienne, et aujourd'hui la France sert un peu de proxy à Israël pour faire pression sur l'Algérie. Là, je vous laisse Lazare discuter entre vous, parce que je pense que vous maîtrisez mieux le dossier que moi. Moi, je constate simplement qu'on n'a jamais eu un ministre de l'Intérieur qui focalise autant sur les relations franco-algériennes, comme si on n'avait pas assez de problèmes comme ça, et qu'il fallait ouvrir un nouveau front diplomatique avec un pays dont on sait qu'on aurait tout intérêt à avoir de bonnes relations. Qui veut s'exprimer le premier? Bon, je peux y aller. En fait, ce qu'on constate actuellement, c'est vraiment une guerre médiatique très, comment on dit, violente, tu peux le dire. Violente entre l'Algérie et la France, et qu'il y a certaines personnes qui, en fait, ne font qu'ajouter de l'huile sur le feu. Je vous rappelle que Alain Madelin, il n'y a pas longtemps, avait crié sa haine pour l'Algérie. C'est-à-dire, il a dit, moi, je haïs l'Algérie comme ça. C'est-à-dire que venant d'un politicien français, c'est quand même assez étonnant. Vous avez des faiseurs d'opinion comme
je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, comme Michel Onfray, qui traite l'Algérie d'État mafieux, par exemple. Donc, il y a une surenchère médiatique actuellement, et à la tête de tout ça, vous avez deux personnages. Vous avez bien sûr Bruno Retailleau, qui est le ministre de l'Intérieur, qui est actuellement vraiment ministre qui s'occupe que des affaires algériennes, et vous avez Xavier Driancourt, qui est l'ancien ambassadeur de France en Algérie. Alors, ce qui est étonnant, c'est que depuis l'indépendance, depuis 1962, il y a eu une vingtaine d'ambassadeurs différents en Algérie. On n'entend jamais parler d'eux, jamais. Xavier Driancourt a été deux fois ambassadeur, et il n'a absolument rien compris à la mentalité algérienne, mais vraiment rien. Et il n'a absolument rien d'un diplomate. C'est-à-dire qu'il passe son temps à jeter de l'huile sur le feu. Et pire que ça, moi, à mon avis, et là je suis en train d'écrire justement sur ce sujet, il est l'outil en fait, du Quai d'Orsay. Parce que c'est pas normal. Il a des relations avec. C'était la dernière personne à avoir dîné avec. La veille, il avait dîné avec Boualem Sansal avant son arrestation. Il rencontre des opposants algériens. En France, il les rencontre, il a des relations avec eux, et c'est documenté. Et donc, comment ça se fait qu'un ancien ambassadeur, qui est soi-disant en retraite, s'occupe comme ça de l'Algérie? Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il est il a un mandat, il a une fonction, et comme il a été toute sa vie au Quai d'Orsay, on ne peut le rattacher qu'au Quai d'Orsay. Donc, il y a cette surenchère médiatique entre les deux pays, mais il y a aussi, en fait, en même temps, des histoires qui sortent à propos de la colonisation de l'Algérie. Vous avez en fait tous les problèmes qu'il y a eu durant la conquête de l'Algérie, les massacres, les enfumades, etc., que dès que quelqu'un parle de ce sujet-là, il est banni, comme tout récemment, Apathy a été sommé de quitter de quitter momentanément l'antenne, et puis il a quitté complètement, mais ça a fait un gros tollé, alors que ce qu'a dit Apathy n'est rien par rapport à la réalité. Il n'est rien par rapport à la réalité. Ce qu'a fait l'armée française en Algérie durant la conquête, c'est absolument inimaginable. Et puis, même à ça, vous avez, des fois, on se dit, parce que c'est une interprétation, etc. Mais là, nous avons des militaires français qui ont fait quasiment des massacres, des crimes de guerre, même des génocides en Algérie, qui écrivent ça. C'est-à-dire qu'on retrouve leurs écrits. Prenez par exemple l'exemple de Saint-Arnaud. Il écrivait quasiment quotidiennement à son frère. Tous les jours, il disait « Ah, aujourd'hui, on a mangé ci, on a mangé ça, il a fait ci, il a fait ça. » Tous les jours, il disait « Bon, aujourd'hui, on a brûlé, on a fait une razzia, on a fait ci. » C'est documenté. C'est pas... Et en plus, non seulement c'est documenté, mais c'est accessible par Internet. Vous pouvez aller à la librairie Gallica, vous avez le livre, et pas juste ce livre-là, des dizaines et des dizaines de livres qui ont été écrits par les militaires français de cette époque-là. Ensuite, vous avez la sortie d'un documentaire sur l'utilisation des armes chimiques durant la guerre de libération, et ce film-là ne passe pas à la télévision française, par exemple. Il a été déprogrammé alors qu'il a été programmé au départ. Voilà. Et après, vous avez sur Mediapart, tout récemment, il y a eu en fait un article très intéressant où on a montré qu'en fait que l'ordre qui a été donné pour faire ce qui a été fait pour les gens qu'on arrêtait durant la guerre, toutes les tortures, etc., émanaient en fait, c'était pas des actes isolés, mais une action qui était bien structurée, etc. Et l'ordre a été signé par le général Salan, et que en fait, les politiciens de l'époque, comme par exemple Guy Mollet ou Mitterrand, étaient au courant régulièrement de ce qui s'est passé en Algérie. Donc, toute cette histoire-là qui ressort tout en même temps avec
cette méconnaissance de l'histoire de la conquête et de la révolution algérienne par les Français, ou peut-être même une méconnaissance volontaire, parce qu'il y a tout un discours concernant le rôle positif de la colonisation. Et je vous rappelle qu'en 2005, lorsqu'on a voulu faire une loi qui en fait justifiait la colonisation et son rôle positif, il y avait les 2 tiers des Français qui pensaient que la colonisation était un bienfait pour les peuples qui étaient colonisés, ce qui est absolument incroyable. Mais je ne leur en veux pas. On ne leur présente pas, par exemple, que à Rawat, en 1852, il y a eu entre 2000 et 3000 morts, et que les témoins disaient qu'ils marchaient sur le sang. C'était du sang. Il n'y avait plus rien. Il marchait sur du sang. Et il y a un peintre qui suivait l'armée française, qui a écrit, qui disait que même les chiens ont quitté la ville de Rawat. Même les chiens ont quitté. C'est absolument abominable. Je veux dire, certes, il n'est pas question là de revenir à cela. C'est l'histoire, ça a été fait, point. Mais de là à la nier, parce que les Algériens ne veulent pas qu'on nie leur histoire. L'histoire, c'est l'histoire. Okay. Maintenant, il n'y a pas que les Algériens, mon cher Ahmed. Personne. Je parle de l'Algérie parce que le sujet c'était l'Algérie, mais c'est vrai que tout le monde. Mais la France doit reconnaître. En fait, c'est la grandeur de la France. Un pays qui a une grandeur reconnaît ses méfaits, surtout que ça a été fait par des gens qui sont décédés maintenant, et qui sont morts pour la plupart. Bon, la conquête, c'est sûr qu'ils sont tous morts, mais pour la révolution, et c'est ça qui dérange les Algériens actuellement. C'est ça qui provoque cette en fait incompréhension entre les deux peuples. Je veux dire, nos parents, nos grands-parents, nos aïeux ont vécu des atrocités. Ahmed, il faut accorder à la France des circonstances atténuantes. Nous avons la classe politique la plus médiocre qu'on puisse imaginer. Médiocre ou corrompue ? La plus inculte et la plus corrompue. On ne peut rien espérer de gens de cette qualité. Tu voulais dire quelque chose, Bruno ? Je suis d'accord avec ce qu'a dit Ahmed. De toute façon, l'Algérie est un pays que j'ai bien connu dans ma jeunesse, puisque j'y suis arrivé la première fois à 18 ans et j'y ai fait 10 séjours en Algérie sur une dizaine d'années. Et j'ai un certain attachement pour ce pays, voilà, pour différentes raisons. Et donc, c'est vrai que quand je suis arrivé là-bas, c'était en 1980, j'ai été confronté à une histoire que je connaissais un peu, mais enfin, à 18 ans, on ne connaît pas grand-chose, en fait. Oui. Et ça a été extrêmement formateur pour moi. C'est-à-dire que je pense que je n'aurais pas du tout la même vision du monde si je n'avais pas été à l'école de l'Algérie indépendante. Alors l'Algérie indépendante, elle a ses problèmes, ses difficultés internes, c'est pas simple, notamment sur le plan économique, c'est un peu compliqué, j'en ai beaucoup discuté avec... les Algériens en ont beaucoup parlé, c'est pour ça que j'en parle. Mais elle a quelque chose qui est extraordinaire, c'est son indépendance sur le plan diplomatique. Son attachement sourcilleux à sa souveraineté, parce que le peuple algérien est un peuple fier et courageux, qui s'est battu pour son indépendance, qui en a payé le prix, et on ne lui reprendra pas cette indépendance, cette souveraineté. Ça, c'est remarquable. Et il a, sur la question palestinienne qui nous intéresse tous, une position également très courageuse. Il l'avait aussi sur la Syrie, il a fait partie de ces rares États arabes à ne pas avoir participé à la curée contre la Syrie d'Assad à l'époque. Et ça, c'est extrêmement précieux. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'elle est, comme Ahmed l'a suggéré, dans la ligne de mire d'un certain nombre d'officines et de gens qui veulent jeter de l'huile sur le feu à tout prix. Que la France regarde en face son histoire commune avec l'Algérie, qu'on ne fasse pas dans la repentance, mais dans la clarification. C'est-à-dire, oui, ça s'est passé comme ça. Toute forme de révisionnisme sur ce sujet sera, je dirais, légitimement critiquée comme telle. Ne nions pas ce qui a été fait, tirons-en des conclusions pour l'avenir et travaillons ensemble. Moi, je suis désespéré de voir ce que fait la classe politique aujourd'hui avec l'Algérie. Alors, tu as parlé d'Onfray, mais enfin, Onfray, c'est un fou furieux, ce type. Il a une haine pour l'Algérie, mais qui est absolument
équivalente à sa haine pour les Palestiniens d'ailleurs. Ce pseudo-philosophe est devenu un propagandiste complètement nocif, hein. C'est absolument incroyable. Enfin voilà, un peu ce que je voulais dire en parlant autant avec mon cœur qu'avec ma raison. Bon, et puis la Alors, Syrie, si vous me permettez, je voudrais juste placer un petit mot sur l'Algérie parce qu'il y a un point qui a été peu abordé finalement, c'est les moyens de communication des uns et des autres. Parce que tout à l'heure, tu disais, Ahmed, qu'il y avait une surenchère en fait dans les échanges entre l'Algérie et la France, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est qu'en réalité, la France a tendance en ce moment, et l'État français en tout cas, certains de ses représentants, font de la surenchère tout seuls. C'est-à-dire qu'ils auto-alimentent un conflit diplomatique qu'ils veulent absolument créer et entretenir pour des raisons, à mon avis, qui relèvent d'un agenda non révélé mais qui existe. Non révélé mais qui existe, vraiment. C'est pas juste de la médiocrité ou une erreur de jugement, je crois pas. Je crois qu'il faut regarder un peu derrière parce que quand on leur prête toujours de l'incompétence ou de la médiocrité, on leur rend un grand service. C'est qu'on permet en même temps d'éviter d'évoquer le fait qu'ils peuvent être pilotés par des intérêts occultes, et ça peut être le cas dans le cas d'espèces. Et ensuite, il y a un second sujet, c'est le rôle des médias dans cette opération, qui sont en train de faire un travail de désinformation et de propagande qui est absolument extraordinaire. Je n'ai jamais vu, et pourtant j'ai travaillé pendant 20 ans dans les médias, je n'ai jamais vu un tel travail de propagande et de sape que celui que je vois en ce moment pour parler de l'Algérie, pour supprimer de l'information, pour modifier ou altérer des informations, et toujours dans un seul but, maintenir un état de tension avec l'Algérie. Donc la question de fond qu'on devrait tous se poser, pourquoi est-ce que M. Retailleau, subitement, il veut se disputer à tout prix avec l'Algérie, et surtout, pour le compte de qui? Ouais. Voilà. Je crois que c'est une question qu'il faudrait qu'on aborde pour essayer d'imaginer ce qui peut se passer en coulisses, qui anime tout ça. Moi, personnellement, j'ai toujours dit que, de par ces positions, comme l'a souligné Bruno, de ces positions qui relèvent en fait de l'ADN de l'Algérien. En fait, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Je pense que s'il y a un politicien qui va dire OK, du jour au lendemain, on va normaliser, je pense que le peuple va complètement se soulever contre lui. Parce que, en fait, l'Algérien a dans son ADN ce qu'on appelle les causes justes. C'est-à-dire qu'une cause comme celle du Sahara occidental ou une cause comme celle de la Palestine ou autre, ça vient nous chercher. Et à cause de cela, à cause de cette intransigeance du point de vue de notre politique envers les faibles de ce monde. Et je rappelle que Alger a été qualifié de la Mecque des révolutionnaires. Et ça va nous ramener que des problèmes. Et donc, à chaque fois que je donne une conférence en Algérie, je dis nous avons été ciblés, nous sommes ciblés et nous serons ciblés. Tant qu'on aura ce genre de position qui se distingue complètement de tous les pays arabes. Je vous rappelle que notre voisin, le Maroc, a normalisé ses relations avec Israël et que même apparemment il y a même des bases, etc., qui sont en train d'être édifiées presque près de la frontière, etc. Donc, pour nous, ça vient nous chercher, tout cela. On ne peut pas imaginer qu'on ait Israël à côté de nos frontières ou dans un pays avec qui on partage une très longue frontière. Autre chose, Macron, alors qu'il disait, il est venu 2 fois en Algérie, même en tant que président, il est venu 2 fois en Algérie, il a été accueilli vraiment de manière extraordinaire, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va reconnaître la marocanité du Sahara. Vous ne pouvez pas imaginer quel scandale ça a fait en Algérie. C'est-à-dire, c'est inimaginable. Un pays qui est membre du Conseil de sécurité, qui va en encontre de ce que prône l'ONU, c'est absolument aberrant. Je veux dire, qu'est-ce que la France a gagné en reconnaissant
la Marocaine du Sahara. En plus, tout récemment, il y a eu des jugements de la Cour européenne de justice qui criminalisent toute relation économique ou commerciale avec les territoires occupés. Tout récemment, il y a quelques mois. Donc, comment ça se fait que Macron va à l'encontre du droit international, va à l'encontre des résolutions de l'ONU pour plaire aux Marocains? Mais ça se comprend parce qu'il y a un lobby très important en France qu'on voit actuellement qui justement a choisi le Maroc comme partenaire et non pas l'Algérie. Et ça, c'est dû à plusieurs, plusieurs éléments, en particulier notre histoire commune, l'histoire des atrocités qui ont été commises en Algérie, et que l'Algérie n'arrêtera jamais de parler de ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est ancré en nous. Nous comme le dit Bruno, on ne demande rien, juste que la France reconnaisse ses torts et ses méfaits, et ne pas faire justement de la réécriture de l'histoire dans un sens des bienfaits de la colonisation. Parce que quand on dit bienfaits de la colonisation, c'est quelque chose qui va vraiment chercher des sentiments très profonds chez les Algériens et chez tous les peuples qui ont été colonisés. Je répète un peu, je m'excuse Eric, mais je parle de l'Algérie, mais j'aurais pu parler aussi des autres peuples qui ont été colonisés et maltraités durant les siècles derniers. Et donc, le fait d'avoir l'entité sioniste proche de l'Algérie, et que en fait, Macron, qui semblait avoir de bonnes dispositions par rapport au président algérien Abdelmadjid Tebboune, fasse cette volte-face directement contre l'Algérie, parce que ça a été considéré contre l'Algérie, ça c'est inadmissible. Donc, si on ajoute tous ces éléments-là, on ne peut avoir que ce qu'on voit actuellement. Et pour revenir à la guerre médiatique, c'est clair que l'Algérie n'a pas les moyens de la France, c'est par rapport à la puissance médiatique, c'est sûr. Et autre chose, vous savez, je me suis amusé à lire un petit peu les théories sur les guerres médiatiques. Et vous savez que si, par exemple, vous avez par exemple un pays qui envoie, disons, un message neutre et un message qui est négatif contre ce pays, on considère que c'est correct. Même jusqu'à 5 messages négatifs pour un message neutre, c'est correct. Ce n'est pas considéré comme une guerre médiatique. Vous savez, les médias français n'ont jamais dit quelque chose de positif sur l'Algérie, bien avant cette histoire, bien avant, pendant le Hirak, bien avant, tout le temps. D'ailleurs, France 24 est interdite en Algérie pour cela. À chaque fois que par exemple France 24, moi j'ai beaucoup écrit sur le Hirak, j'ai beaucoup écrit sur l'Algérie, on ne m'invite jamais, on en va inviter juste des gens qui vont déblatérer, dire des mauvaises choses sur l'Algérie, tout le temps. Et après, on vient nous donner des leçons d'honnêteté intellectuelle et de liberté d'expression. Actuellement, quand on regarde les médias français, que je regarde beaucoup, justement pour pouvoir les critiquer, quand on regarde, par exemple, les médias français concernant l'Ukraine, vous vous rappelez, en été, ils disaient que l'Ukraine allait gagner la guerre. À un certain moment, ils disaient, ça y est, c'est fini, là, on gagne la guerre, on est en train de gagner la guerre. C'est absurde. C'est-à-dire, ils manipulent la population de façon. C'est devenu caricatural. Les médias français font de la caricature actuellement. Et maintenant, ils partent en guerre contre la Russie. Et il n'y a pas quelqu'un qui va dire, ben non, attendez, essayons de réfléchir. L'Algérie, qu'est-ce que vous allez faire la guerre, une autre guerre contre l'Algérie ou quoi? Je veux dire, il y a Bruno Retailleau qui envoie un OQTF. Cet OQTF n'est pas passé par les voies qui ont été décrites par les accords bilatéraux. Il est renvoyé. Qu'est-ce que fait Bruno Retailleau? Il envoie 60. Mais c'est pas normal. Je veux dire, on te refuse un, t'en envoies pas 60 quand même. Tu connais pas les Algériens. Bruno voulait réagir. Bruno. Je voulais dire tout à l'heure que quand on entend ce qui
qui se dit sur la conquête de l'Algérie par le colonisateur français, et qu'on parle des bienfaits de la colonisation, c'est un peu comme si on disait aux Chinois, mais les guerres de l'opium, c'était bien, hein, c'était pour votre bien. Il y a une bonne défense. Voilà, Ahmed Ouais, disait tout à l'heure qu'il parlait de la bataille qui s'est déroulée en 1852, mais 8 ans plus tard, en 1860, les Français pillent le palais d'été à Pékin. Ouais. Je suis allé sur les ruines du palais d'été, c'est un site absolument immense où maintenant il y a des lacs, des espaces verts parce qu'ils ont tout détruit. Et les Français l'ont pillé. Eux, ils ont pris les richesses et les Anglais qui étaient les Français, eux, ils ont brûlé pour le plaisir. Voilà, c'était ça la répartition des rôles entre les deux colonisateurs. Et Victor Hugo a fait une lettre magnifique, celle-là en tout cas elle est magnifique, au capitaine Butler en disant « Nous prétendons les civiliser, mais nous étions les barbares, les civilisés, c'était les Chinois. » Mais c'est la même chose, c'est-à-dire on regarde toujours les peuples du Sud comme des moins que rien. Il y a ce complexe de supériorité coloniale qui est enraciné finalement dans l'inconscient collectif. Ça, il faudra du temps pour s'en débarrasser. Je suis d'accord. Tu allais dire quelque chose, Lazare? Oui, non, je suis parfaitement d'accord avec Bruno. Il y a une problématique de posture qui est ancienne, de posture des uns vis-à-vis des autres, et c'est vrai que ça a l'air très douloureux pour certains de devoir changer cette posture. Ça a l'air presque vraiment d'être pour eux comme si on les amputait de quelque chose, quoi. C'est ce que je perçois. Géraud Taillot, par exemple, si on lui disait qu'un Algérien est son égal, je pense qu'il pourrait faire une syncope. Tu vois? Ouais. Voilà. Donc c'est un problème de fond, en fait. C'est de la psychologie, là. On n'est plus, c'est de la psychologie collective. Voilà. Il y a un travail qui doit être... Et c'est pour ça que ce travail incombe aux médias et que j'ai évoqué le rôle des médias. Il faut voir le travail du narratif qui va construire ou consolider la posture des uns vis-à-vis des autres quand il y a comme ça des différences ethniques et visibles. Ce travail qui est fait, on voit bien aujourd'hui, ils essayent de rétropédaler avec le wokisme et le transgenre, etc. Mais c'est un travail dont il ne faut pas du tout négliger la portée sur les populations. Et je pense que la responsabilité des médias et des organes dirigeant les médias, ou en tout cas régulant les médias, elle doit être pointée du doigt. C'est très important parce que on ne peut pas avoir 4 ou 5 bonhommes qui contrôlent 90% des médias d'un pays. C'est pas possible, c'est pas raisonnable et c'est hyper dangereux en plus. Donc, ce dont on parle ensuite en disant, mais on ne comprend pas pourquoi un tel ou un tel agit comme ça, mais pour qu'un tel ou un tel arrive déjà à tel ou tel niveau de pouvoir, il faut qu'il ait été soutenu, qu'il ait été coopté. Et ensuite, pour qu'il reste, il faut qu'il adhère à certains paradigmes, qu'il accepte de faire certaines choses ou de dire certaines choses. Donc, on se retrouve avec des gens qui sont dans une survie personnelle, qui font des carrières politiques exceptionnelles pour le public, mais en fait, ils roulent pour eux-mêmes. Et le problème, c'est qu'ils acceptent d'être pilotés et qu'on n'a pas de médias pour aller leur demander des comptes, pour faire des mesures précises, pour parler de chiffres précis. Aujourd'hui, vous entendez les journalistes. Je fais une petite parenthèse, je vais la refaire immédiatement. J'entends les journalistes tous les jours. Tu disais, Ahmed, on va en guerre avec la Russie. Mais on a 200 chars en France. La Russie en a au moins 5000. Au moins 5000. On a 300 têtes nucléaires. Ils en ont au moins 6000. Ils ont des missiles hypersoniques qui vont à Mach 24. Il y a un moment, ils ont 800 000 soldats d'actifs. On en a 200 000. À un moment, il faut se poser 2 minutes et parler de choses qui sont mesurables, comparables et arrêter de divaguer parce que c'est un déni de réalité des médias français. La problématique, c'est que le public a été tellement habitué à ce flot d'absurdités, on n'en est pas là, mais au départ, c'était des approximations, maintenant, ce sont des absurdités, et que les gens ne réagissent plus. Il y a une forme d'apathie, en fait. Ils prennent une information qui est complètement absurde et ils finissent par en débattre en se disant « Tu crois qu'on peut gagner contre la Russie ?» Non. Non, on ne peut pas. On ne devrait même pas en parler, en fait. Voilà, je voulais juste faire cette parenthèse. Merci. Bon. Il nous reste moins de 5 minutes pour traiter Gaza et la Syrie. Qui veut s'y coller? Bruno, tu veux faire une synthèse des deux? Toi qui... Ahmed, je pense à des choses à dire aussi. Bon, alors, concernant la Syrie, bon, c'est le trou noir de la géopolitique mondiale. Voilà, c'est-à-dire qu'on a... Le camp impérialiste a réussi à faire de la Syrie ce qu'il rêvait de faire depuis 15 ans, c'est-à-dire quelque chose de complètement gélatineux et à la fois explosif, dans lequel, effectivement, le lobby pro-israélien américain pourra faire la pluie et le beau temps. Al-Joulani, c'est le Larbin de Tel Aviv. Ça, c'est pour moi, il n'y a pas d'autre explication. Il est là pour faire le boulot, pour saper les bases de la résistance
à l'envahisseur sioniste en Syrie. On voit d'ailleurs que ces miliciens attaquent le Liban. Il y a des affrontements avec les gens de la BK, etc. C'est pas un hasard. Il ne dit rien. Au contraire, on se demande même s'il n'approuve pas quand l'armée israélienne occupe une partie du territoire syrien ou que son l'aviation de Tel Aviv bombarde telle ou telle installation militaire. Enfin, c'est hallucinant. Ils viennent déclarer, écoutez, nous, on est trop fatigués pour faire la guerre, mais s'il faut la faire, ça ne sera pas contre Israël, on avait compris, mais ça sera contre le Hezbollah et contre l'Irak. Voilà, ça résume tout. L'Irak, parce qu'il y a des mouvements, effectivement, qui soutiennent, qui font partie de l'axe de la résistance, évidemment. Quant à Gaza, moi, je considère qu'aujourd'hui, on est entré dans une phase historique nouvelle. Le tandem génocidaire Trump-Netanyahou, visiblement, a adopté une stratégie d'affrontement meurtrier avec la résistance palestinienne. On a vu le bilan de la dernière opération, il est monstrueux. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, je n'ai pas ma boule de cristal, mais voilà, je n'ai jamais eu d'affection particulière pour Donald Trump, j'en ai encore moins aujourd'hui, parce que effectivement, je sais que Trump, c'est aussi une des variantes de l'impérialisme américain. C'est pas le camp la fraction néoconservatrice de l'impérialisme américain, c'en est une autre, mais c'est quand même de l'impérialisme. Et on sait très bien, comme Jeffrey Sachs l'a admirablement dit, pour qui il travaille. Et ça, de ce côté-là, il n'y a aucun doute. On est dans la continuité, donc. Sur ce plan, oui. Sur ce plan. C'est complexe, la géopolitique. On ne peut pas avoir une parfaite homogénéité entre les différents théâtres d'opération. Enfin, Biden et Trump, il y a évidemment des différences. Il y en a une qui est énorme, c'est évidemment la stratégie américaine concernant la Russie et l'Ukraine. Concernant Gaza, je trouve que pour l'instant, Trump va encore plus loin que Biden, dans l'horreur. Concernant la Chine demain, je ne sais pas ce qui va se passer. Concernant l'Iran, je suis inquiet. Concernant les Houthis, on l'a vu, oui. Voilà, on a bien vu que là, il y avait une continuité. Il y a des continuités, des ruptures, mais sur fond, à mon avis, d'une tendance lourde qui est la propension des États-Unis, en tant que superpuissance dominante, à asseoir autant que faire se peut sa suprématie et à combattre tout ce qui peut lui nuire d'une manière ou d'une autre. Si Trump veut se retirer finalement du bourbier par procuration ukrainien, c'est parce qu'il sent bien que plus il soutient l'Ukraine, plus elle va prendre des coups, plus les Russes vont prendre du territoire ukrainien et que ça va tourner à la catastrophe pour l'Ukraine et donc pour l'OTAN. Donc sa stratégie consiste à limiter les dégâts. Il sait qu'il ne peut pas vaincre la Russie, il veut limiter les dégâts. Mais entre parenthèses, personne n'a vaincu la Russie. Je rappellerai que la Russie, elle a vaincu les Tatars au XVIe siècle, les Suédois au XVIIe, les Polonais au XVIIe, qu'elle a vaincu à nouveau les Polonais au XVIIIe, qu'elle a vaincu Napoléon au début du XIXe siècle, qu'elle a vaincu Hitler et elle va vaincre les bandéristes soutenus par l'OTAN. Ah, voilà. Ahmed ? Alors, Lazare, moi, Lazare, je vais commencer par... attends, peut-être que Lazare voulait faire une parenthèse. Non, je disais simplement que j'étais tout à fait d'accord avec la lecture de Bruno. Je disais, je suis tout à fait d'accord avec cette lecture. Voilà, tout simplement. Oui. Ahmed, si tu veux bien, je veux juste poser une question à Bruno. Mais Bruno, tout à l'heure, on faisait le constat que Trump prenait acte de l'erreur stratégique commise par les néoconservateurs dans la guerre en Ukraine. Est-ce que tu dirais que finalement, il adapte sa stratégie pour le Moyen-Orient en tenant compte de cette erreur qui a été commise là, en Europe, ou pas? Parce que si ce sont toujours les mêmes qui sont à la manœuvre, en réalité, Trump n'est que la figure de proue ou le cheval de Troie. Oui. Alors, je ne sais pas. Je crois qu'il est difficile aujourd'hui de mesurer l'écart qui existe certainement entre, je dirais, la tendance lourde que les néoconservateurs ont portée pendant des années et ce que représente Trump lui-même avec son équipe. C'est pas évident à déterminer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais durant le premier mandat de Trump, il y a eu beaucoup de changements d'équipe. Il a changé de secrétaire d'État, de secrétaire à la Défense. Il y a eu énormément de changements. Est-ce que ça sera le cas là? On dirait qu'il a une équipe plus cohérente, plus soudée, fort peut-être de son expérience, et qu'il sait à peu près où il veut aller. J'ai peur, concernant le Moyen-Orient, qu'il veuille aller très loin dans la confrontation avec l'Iran. D'abord parce qu'il l'a dit, ensuite parce que les actes sont là, aussi bien à Gaza que contre les Houthis. Voilà.
telle est ma crainte concernant le Trumpisme appliqué au Moyen-Orient. Il a fait une remarque, d'ailleurs, il y a quelques jours, Donald Trump, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Bruno, il a fait une remarque il y a quelques jours, la semaine dernière, je pense, en disant intéressez-vous à un journaliste de Fox, intéressez-vous à l'Iran, il va se passer quelque chose de très important là-bas. Donc, effectivement, il est très, très vraisemblable que les États-Unis se tournent vers l'Iran dans peu de temps, après avoir attaqué à plusieurs reprises et lourdement les Houthis. Je pense que c'est les Iraniens qui sont ciblés, en fait. Ouais, c'est le risque. Moi, pour la Syrie, ce qui m'étonne, Bruno, c'est le manque de réaction des Russes, alors que la Syrie est quand même stratégique pour la Russie. Comment tu expliques ça, toi? Alors, c'est difficile en quelques minutes de revenir là-dessus. Ça mériterait une émission, c'est-à-dire. C'est vrai. Tout ce que j'ai lu, je retire quand même l'impression que le régime bassiste était quand même aux abois. Et des Syriens, moi, m'avaient dit, tu sais, le niveau de corruption atteint des proportions hallucinantes. On a quelques heures d'électricité par jour. Les militaires et les fonctionnaires ne sont plus payés. En fait, le pays s'effondrait doucement. C'est-à-dire que la structure politique du pays, après 60 ans de régime bassiste, était en train de s'effriter. Et quant à l'armée, elle a été décimée par la guerre. Il y a eu 100 à 150 000 soldats de l'armée syrienne qui sont morts. Donc, le système s'est effondré. C'est la nature ayant horreur du vide en géopolitique comme en physique, le camp otano-takfiriste qui a pris le relais avec un investissement lourd, je pense, de la Turquie, pays l'OTAN, en faveur des 28 milices dirigées ou conduites par HTS. Clairement, c'est un régime de transition qui permet finalement à Israël, alors en connivence avec la Turquie finalement, ils sont quelque part les acteurs d'un condominium israélo-turc sur un pays qui n'en est plus un, de manière en fait à neutraliser la résistance. Voilà, c'est tout ce qui les intéresse. Erdogan est très content de s'être débarrassé d'Assad. Il estime qu'il a comme ça les mains libres dans toute la Syrie du Nord qui l'intéresse depuis toujours, pas seulement pour la question kurde. Rappelons qu'il y a eu toujours un différend territorial entre la Syrie et la Turquie, c'est le Sanjak d'Alexandrette qui avait été donné par les Français à la Turquie en 1935, si ma mémoire est bonne, en échange de sa neutralité dans la Seconde Guerre mondiale. Et les cartes, tout à fait, les cartes syriennes, d'ailleurs, officielles, incluaient le sondage d'Alexandrette. Et aujourd'hui, le nouveau gouvernement syrien il publie des cartes où tout ça disparaît. Même la partie occupée, enfin, le Golan, n'est plus sur la carte. Le pouvoir syrien actuel, qui est un pouvoir larbino-takfiriste sionisé, il efface tous les contentieux. C'est bon, faites chez vous comme si vous étiez, faites chez nous comme si vous étiez chez vous. C'est absolument concernant. Mais c'était ça la stratégie Wolfowitz. Remplacer les États souverains attachés à leur indépendance nationale, comme l'est l'Algérie par exemple, ou la Syrie bassiste, par des pseudo-États dirigés par des factions miliciennes. Tout ça saupoudré de sectarisme religieux de manière à ce que les gens s'entretuent. On a vu le quasi-génocide perpétré contre, la tentative génocide perpétrée contre les Alaouites. Voilà, là, de ce point de vue-là, la stratégie américano-israélienne, elle est pleinement réussie, c'est clair. Comment Trump va gérer tout ça? Quels sont ses objectifs? Je suis très circonspect. Oui, c'est un vaste sujet, tu as raison, ça mériterait toute une émission. Ahmed, je te laisse la conclusion. Il faudrait qu'elle soit relativement rapide parce qu'on a dépassé, on est à 1h34. Donc, si tu veux nous faire une synthèse oui, ça de serait 2-3 minutes. Parce que je pense qu'on n'a pas vraiment couvert le sujet de Gaza. Moi, j'aimerais dire que la première moitié du XXe siècle a commencé par un génocide et la première moitié du XXIe siècle commence aussi par un génocide. Mais ce qui est révoltant, c'est que les génocidés du XXe siècle font un génocide au XXIe. Et ça, c'est inadmissible. Inadmissible. C'est contre nature. Autre chose, tous les chiffres qu'ils disent qu'il y a 40 000 morts, etc., je rappelle qu'une étude de Lancet a préconisé beaucoup plus, au-delà de 150 ou 140 ou 150 000 morts, et ça n'est pas encore fini parce que ça continue, les bombardements continuent contre Gaza. Gaza, quand on regarde Gaza, on regarde notre humanité, on regarde notre humanisme. Le monde a perdu son humanisme. C'est sidérant de voir des gens mourir
et des gens, en fait, des politiciens. Je regardais hier ou avant-hier un gars de la Knesset qui disait I don't care about what the people said. On s'en fout de ce que les gens disent. Nous allons faire un nettoyage ethnique, point à la ligne, nous allons déplacer des populations. Et ils le disent ouvertement. Avant, au moins, à la limite, ça se faisait, mais on disait, maintenant, ça revient en fait à ce que je disais tout à l'heure sur les militaires français. Les militaires français faisaient des razzias, faisaient des tueries, etc. Et ils l'écrivaient. Maintenant les Israéliens, ils disent à la caméra, voici ce que nous allons faire. Nous allons vider Gaza de sa substance et de son peuple, et nous allons construire des marinas et des trucs pour les riches. C'est abominable d'en arriver là. Moi, je vous dis, quand je pense à Gaza et je pense à ce qui se passe actuellement, on revient à la loi de la jungle, à la loi de et ça me ramène un peu à ce que disait Bruno tout à l'heure. On n'a pas parlé du fait que Trump aussi cherche à annexer le Canada, le Groenland. En fait, c'est le plus fort qui gagne. On est dans la fable de La Fontaine. Celui qui a les gros muscles, c'est lui qui gagne. Mais pourquoi? À quoi servent nos écoles? Dans nos écoles, qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes? On apprend à être bien, on apprend à être correct avec le monde, à partager notre goûter, etc. Moi, j'en reviens pas. Moi, j'ai été enseignant toute ma vie. Toute ma vie, j'ai été enseignant. Toute ma vie, j'ai enseigné. Et quand je vois ça, je dis, mais pourquoi alors enseigner les principes de base? Non, OK, si tu as besoin de quelque chose, frappe le gars, prends-le, etc. C'est exactement ce qu'on voit actuellement. À quoi servent nos écoles? Pour arriver au sommet de l'État, à avoir des gens absolument, avec un comportement absolument abominable. À quoi servent nos écoles? J'en reviens pas. Gaza va me chercher au-delà de l'entendement, ce qui se passe actuellement. Pour revenir aussi à la Syrie, El-Joulani, en arabe, ça veut dire celui qui est originaire du Golan. Vous comprenez? Alors, quand Joulani, ça veut dire qu'il est du Golan. Et quand Bruno nous dit qu'il a enlevé le Golan, ça veut tout dire, vous comprenez? Et autre chose, un élément sur lequel on n'a pas beaucoup parlé, c'est que l'armée de Joulani, les gens qui sont avec lui, les anciens terroristes qui ont mis des costumes maintenant, il y a une infinité d'ethnies là-dedans. Il y a des Ouzbeks, il y a des gens qui viennent des pays arabes, il y a des Ouïghours. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Comment ces gens-là peuvent maintenant faire la loi en Syrie et faire des crimes contre les Alaouites, par exemple? Ce sont eux qui ont fait des crimes contre les Alaouites tout récemment. Donc, et je rappelle aussi que, comme vous l'avez si bien souligné, la Syrie est un modèle réussi du régime change qui était prévu dans tous les pays arabes. Et je rappelle ce qu'avait dit, peut-être je vais finir avec ça, ce qu'avait dit Laurent Fabius, Al-Nusra fait du bon boulot. Oui, absolument. Les égorgeurs sont au pouvoir en Syrie aujourd'hui. Messieurs, merci infiniment. C'est passé très vite. Hein. Peut-être parce qu'on a passé trop de temps sur l'Ukraine et on n'a pas pu aborder le problème de la Syrie qui nécessiterait au moins une émission entière. Et puis Gaza et l'Algérie. Mais sur l'Algérie, on a compris qu'il y a des forces occultes, le lobby qui n'existe pas, qui fait pression sur l'Algérie pour servir les intérêts d'un pays du Moyen-Orient. Si les gens l'ont pas encore compris, c'est évident à tous les étages, mais on va s'efforcer de leur en faire prendre conscience, parce qu'on n'a aucune intention de se retrouver en conflit avec nos frères et nos amis d'Algérie. Bruno, merci beaucoup. J'étais particulièrement content de te revoir. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas parlé. Ahmed,
Merci pour avoir accepté notre invitation. Mon cher Lazare, j'aurais voulu te laisser plus d'espace, mais tu vois, très bien. quand on est 4, c'est difficile de Très bien. gérer. En tout cas, on recommencera ça dans les temps qui viennent. On n'attendra pas 1 an et demi cette fois. Non. Ok. Merci Bruno. Merci. Merci Ahmed. Merci à vous tous. Merci. C'est un plaisir. Amis internautes. Au revoir. À la prochaine. Bonsoir. Long, long time ago. God save the king. Yüksek sesle konuş!